Coloscopie. Pascal Elbé. Laurent Baffy. Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu as remarqué quelque chose ? Oui, je pensais qu'on allait chez toi et je me retrouve au cœur de Paris dans un vrai studio. Je suis très impressionné. C'est pas ça qu'il fallait remarquer. On a changé de studio. Ah oui, comme ça, comme je suis Pour toi. un auditeur assidu, j'ai immédiatement remarqué le changement de décor et je suis assez impressionné. Et encore, ça sert à rien. On a commandé des néons. On va habiller tout ça. Ça va être assez beau. Alors, C'est Pascal, assez bluffant. tu es né un 13 mars comme Coco Gauff, Pierre Ninet, Pascal Légitimus, Jean-Yves Lafesse, Didier Raoult et Jordan Bardella. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche ? Jordan, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Bardella. Tu es né donc un 13 mars à Colmar. Que faisaient tes parents ? Cheminot. Alors, mon père était cheminot, merci Laurent. C'est vrai, ma mère était représentante de commerce et mon père travaillé à la SNCF, cheminot. Donc, tu as grandi à Strasbourg. Ouais. Pourquoi, quand on est né à Colmar, on va à Strasbourg ? Parce qu'on voulait découvrir la ville lumière. C'est le marché de Noël à Strasbourg. Ouais, je sais. C'est une ville lumière un jour par an. Non, mon père était cheminot, il était muté. Ils sont arrivés de l'Algérie à Paris, des pieds noirs d'Algérie, Paris. Quelle ville en Algérie ? Mon père c'était Bonn, anciennement Bonn, ça s'appelait Bonn, et ma mère c'était Alger. Ils confondent l'Allemagne et l'Algérie. Il est nul en géo. C'est ça. Et ma mère était Alger, voilà. Non, ma mère est bonne, tu mélanges tout. Ma mère était... après, je vais te raconter des choses sur ma mère et son nom, et tu verras que tu verras. On va en parler après. Et après, c'était Paris, et surtout Colmar, où je suis né 2 jours. Je suis jamais resté à Colmar. Et après, ça a été Strasbourg, parce que mon père était cheminot, et donc il était muté. Et c'était bien ton enfance à Strasbourg ? Parce que nous, on y a été retournés, on s'est bien fait chier, non, Roman ? J'étais hier soir. Et non, je suis pas d'accord. C'est beau. Si tu prends le temps d'écouter les gens et d'aller vers l'autre, tu peux découvrir des choses encore plus glauques. Non, en fait, c'est compliqué. C'est l'Alsace, c'est un pays austère comme ça, de prime abord. Mais quand tu rentres chez les gens, ils t'ouvrent la porte en grand. Oui, parce que si t'ouvres pas la porte, tu rentres pas, connard. T'as gardé l'accent. Ils ferment la porte quand ils claquent la porte bien dans la gueule. Non, mais c'est une région qui gagne à être connue. Mais c'est un peu austère au début, c'est vrai. Mais je suis attaché quand même à cette région. Ben, c'est très beau et on y mange très bien. Très très bon. Alors qu'est-ce qu'on mange là-bas ? Du foie gras. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas en Alsace qu'on va manger c'est pas la spécialité numéro 1 en Alsace. De la Flammekuche. Flammekuche. Après, t'as les petites pâtes alsaciennes, on appelle ça les Spätzle. Il a fait un sapin nazi. C'est le seul juif qui fait un sapin nazi. Je connaissais un petit... Kartoffeln. Ouais, c'était une petite brasserie où on allait souvent qui s'appelait la Wehrmacht et on mangeait très 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 bien. Il y avait des petits fricassés, des petites miseles, c'est des petites pommes de terre. Il y a le Bekehofe, c'est un plat en terre cuite. La gastronomie alsacienne est très riche dans tous les sens du terme, mais on y mange bien. À 17 ans. À 17 ans, ma première place, je commence à me prostituer dans les bas quartiers. À 17 ans, je suis l'année où je me dis, il faut que je parte. Voilà. Il faut que je m'en aille. Donc, bac en poche, mais un peu plus tard, et je pars tout de suite à Paris. T'as fait quoi comme étude ? Oh, rien. J'ai eu un bac B. À l'époque, c'était économie. Et je suis parti tout de suite. C'est marrant, les juifs, hein. Ouais, bah oui, parce que on m'a dit, écoute, toi, t'as un truc pour compter. Putain, on m'avait dit ça à l'époque. Ah bon ? Et j'ai cru que c'était un compliment. Alors que c'était du racisme. En fait, c'était juste de l'antisémitisme. Mais moi, c'est vrai que je compte bien jusqu'à 10. J'étais nul en maths en plus. Mais bac B, et j'ai même pas été chercher mon bac, et je suis parti tout de suite. Ouais. Je suis parti à Paris. Direct. Je connaissais personne. Ton vrai nom, c'est Pascal Elbez. Alors, encore pour un mec, ça passe, mais pour une meuf. J'ai changé parce que je me rappelle que l'année où j'ai passé le bac, à 2h du matin, évidemment qu'il y avait beaucoup de canulars téléphoniques, il n'y avait pas de portable à l'époque, et il y a un type qui m'a appelé à 2h du matin en me disant « Et ta sœur ?» Évidemment, j'étais endormi, j'ai dit « C'est pas possible, quoi. » « Et ta sœur ?» Et j'ai entendu ça. Et surtout, le jour des rentrées scolaires, quand il y avait l'appel, le premier jour, tu connais personne. Je te jure, c'est vrai, Loulou. Et quand il donnait mon nom Elbez, et t'as tout le monde qui me regardait comme ça en ricanant. C'était tellement dur, tellement honteux. Alors j'ai changé le nom, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ma mère donc a épousé Elbez. Quand ils se sont quittés, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a vécu presque 15-20 ans. Comment s'appelait cette personne ? Elle a donc quitté Elbez. Réponse, il s'appelait Monsieur Lassus. Ce qui est vrai. Donc elle a quitté Elbez pour aller sur la Lassus. Donc ça, pour moi, ça s'appelle chercher les emmerdes, et c'est vrai.
Ça, c'est vrai, ça s'appelait. C'est Alors, est-ce qu'on vrai dit la su ou la sus? C'est vrai. C'est vrai, tout est Elle a vrai. été handicapée patronymique toute sa vie. Toute sa vie. Et c'est un monsieur maintenant qui nous a quittés, qui était un gentil monsieur, donc je le rends hommage. Mais elle a quitté un Elbès pour un Lassus. Et je me dis Et quand maintenant, elle en est où? même. Ah, maintenant, Elle fréquente Troduc. On m'a dit, elle voyait un peu le Troduc. Voilà. non, avec la voisine, ça se passe très bien. Maintenant, C'est quoi le prénom de ta maman? C'est quoi le prénom? Viviane. Viviane, c'est mon étoile. C'est ma Viens, on bonne étoile. l'appelle. Viens, on l'appelle. C'est ma petite étoile. Alors attendez, il faut que je mette aussi pas sur Bluetooth, parce que tu sais que moi c'est dans mes oreilles directement. Alors, Parce que tu es malentendant. il m'arrive, c'est vrai, de pas tout saisir parfois dans une discussion. Tu disais quoi? À 42 ans, t'es devenu malentendant. Ouais, enfin j'étais... C'est toi qui fais des bips? ouais, parce que je suis très sollicité en ce moment, d'ailleurs je vais enlever le truc. On y va? Appelle ta maman, mets-le au parleur. Passe-la moi, Vous Viviane. entendez? Oui, Passe-la on moi. l'entend. Ouais, on l'entend, on l'entend. Donne. Oh. 0, Madame Le Allô? Allô? Oui? Viviane? Oui? Elle baise ou elle suce? Non, ni baise ni suce, rien. Elle glande. Elle glande. C'est bien. C'est Laurent Baffy, Viviane. C'est qui, Laurent Baffy, c'est vrai? Oui? Waouh! Quel honneur! Bah, c'est gentil. Je suis avec Pascal et Léo. Ah, c'est génial, c'est génial. On est dans un bar à putes, alors par association d'idées, j'ai eu l'idée de vous appeler. Ah ouais, bah, ça m'étonne pas de mon fils, ça, qu'il soit dans le bar à pute, ça m'étonne pas. Bah, Eh, c'est Viviane, gentil. vous n'avez pas trop souffert de vos patronymes, Elle baise et la suce? Si, parce que quand je travaillais, on me présentait, on me disait elle baise, mais que son mari. Ben, on a bien rigolé. Vous entendre. Bah, c'est bien réciproque, Viviane, parce que votre fils m'a dit que vous étiez une connasse. Je suis pas du tout d'accord. Eh quand je vais arriver, je vais lui donner une tannée. On vous embrasse, tout le monde vous embrasse, Viviane. Merci, mon chéri, merci beaucoup. Bisous. Bisous. Alors, Bisous maman. je sais pas si tu as entendu, mais ta mère m'a appelé mon chéri. Oui. Donc, pour C'est- perpétuer les handicaps C'est- patronymiques, elle pourrait s'appeler Viviane Baffy. Viviane Baffy maintenant. Ah oui, C'est Baffy. dingue, c'est dingue comme la voix de ta mère, elle donne tout de suite le sourire. Oui, C'est incroyable. Ah, c'est ma on bonne l'écoute, étoile. on a envie de rire. la gentillesse. Ouais, puis alors pour le coup, je vais lui rendre hommage, mais ma mère, c'est vraiment, et plus que jamais, c'est un partenaire. Je lui fais tout lire. Oui. J'ai des retours de lecture, elle me met des notes, et elle est, par exemple, là, sur le film qu'on a fait, elle m'a dit, non, t'as fait un bon film. Elle va pas plus loin, il faut pas non plus déconner, mais c'est mon regard absolu. C'est mon partenaire. C'est vrai que tu as fait un bon film, on en parlera plus tard, à moins qu'on n'ait plus le temps. C'est bien, c'était une très belle émission. Merci à vous, ça m'a fait vraiment plaisir de... Quelle sorte d'enfant étais-tu? Oh, j'étais un gentil garçon. J'étais pas, à l'école, Ah. j'étais très, C'est pas ce qu'on m'a dit, moi. j'étais un peu turbulent, Oui. mais j'ai pas été tu sais, comme les artistes qui disent j'étais un cancre et tout. J'étais tellement médiocre. J'étais pas ça. Je travaillais beaucoup et j'avais des notes médiocres. Donc j'étais assez, oui, c'est vrai. J'étais assez désespérant. J'étais pas celui qui entraînait tout le monde et qui dansait sur les tables, mais j'essayais de travailler, d'être même un peu faillot. Et en fait, les profs, je crois que ne pouvaient pas me saquer. Je crois j'étais déjà victime de ce qu'on appelle l'antisémitisme. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, tu le ressentais déjà à l'époque? Mais il m'aimait pas. Et pourtant, je faisais plein d'efforts. Mais pour parce que tu as un grand nez et les doigts crochus? Et peut-être qu'il remarquait ma bosse aussi avec ma queue derrière, mais je trouvais que c'est quand même pas une raison. C'est raide. C'est vrai que moi, je me souviens aussi de certains profs à l'époque qui faisaient payer à des gamins le fait d'être juif, arabe, noir ou... Gros. Moi, j'avais une prof, c'est à l'époque, ça n'existe pas beaucoup, la mixité, et il y avait un copain à moi qui était noir, et je me rappelle de cette phrase de la prof, c'est une prof de sciences naturelles, qui lui avait dit, j'ai corrigé cette copie de mes mains blanches, elle avait dit. Je me dis, mais tu te rends compte qu'à l'époque, ces gamins-là, ils se prenaient ça dans la gueule, j'ai corrigé ces copies de mes mains blanches, et elle l'a massacré pendant 1 an. C'est parti au conseil des profs et tout. Mais ce gamin, il a vécu ça et je me dis, ouais, ça existait vraiment, en fait. Ça pouvait exister. Alors que moi, mes doigts crochus n'ont jamais gêné personne. Je mettais même des mitaines, je les habillais. J'étais magnifique. Bon, alors après, tu débarques à Paris, tu fais du théâtre, tu reprends Phèdre. Ouais. Fait d'art passé. Fait d'art passé de Fait d'art Pierre passé Dac. de Pierre Dac. Le mec qui veut reparler la promo de son film. Pierre Dac était, tu le sais, Lolo, un grand résistant.
Eh oui, c'était La la voix de Radio Londres. Radio Londres, Cucaracha, des messages codés. Voilà encore un clown magnifique, un clown qui a été courageux Dépressif pendant toute sa vie. toute sa vie. T'as pas fait de petit boulot? Si, quand même, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai fait, par exemple, j'étais veilleur de nuit au nouveau musée de la Villette. Et quand il venait de sortir de terre, j'étais gardien de nuit et j'étais celui qui ouvrait la guérite la nuit. Je crois que ça a été la période la plus noire et angoissante. Et après, j'ai eu une promotion. Ils m'ont laissé rentrer dans le musée de la Villette. Et là, j'avais 3 étages à surveiller et il y avait une exposition sur la sécurité routière. Et donc, ils débranchaient pas les appareils à l'époque. Il devait y avoir 2 boutons. Ouais, je sais, c'est chiant. Et il y avait, et les boutons, c'était feu vert, avancé, feu Coupera, c'est noir. pas ça chiant, les petits boulots. On s'en bat les couilles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup souffert et toute ma famille avait vraiment du mal Alors, à je joindre reprends. debout. Et c'est vrai que moi-même, j'étais... Ton premier grand film, c'est avec Gérard Jugnot, un film qui s'appelle Fallait pas, dans la lignée des Droits dans le mur, tu sais, les films qui ont un mauvais titre. C'est tellement dingue d'avoir trouvé un film qui s'appelle Fallait pas au droit dans le mur. Non, Non, le fallait film pas est un pour bide. C'est comme si quelqu'un, je dis n'importe quoi, vraiment. N'y allez pas, c'est une merde. Voilà, un truc c'est comme comme ça, si un truc de quelqu'un fou. mettait, Mais n'y qui allait est pas. assez con pour se casser le cul pendant 3 Personne. ans à écrire un film et de mettre en gros sur les colonnes Maurice, n'y allez pas, c'est une merde. Donc c'est un qui avait ou alors énormément confiance en lui ou qui traversait une grande dépression. Mais qu'il regrette fortement, je crois, par la suite. Ce second degré, il est mortel quand on sort un film, Ouais. c'est difficile. Ouais. Mais alors, le truc de Fallait pas avec Junio, par contre, ça me rappelle d'un truc. On tournait à la montagne, j'étais la nuit et je rencontre Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann qui m'a intronisé dans le métier. On partageait ma caravane, mais j'ai jamais rien fait. Et je partage la caravane avec Jean-Yann. T'as et vu, ça c'est son côté juif. On partageait on ma partage la caravane. je sous-louais ma Un caravane. goy aurait dit, on partageait notre caravane. Ouais, je sous-louais ma caravane avec Jean-Yann. Et j'ai découvert un mec, c'était une vraie rencontre. C'est un mec qui avait une connaissance de fou. Et ça a été vraiment, voilà, un des mecs qui m'a, j'allais dire, une des rencontres les plus singulières dans ce métier, c'était Jean-Yann. Il était fou, ce mec-là. Il était génial. Je l'ai connu aussi. Et à l'époque, j'ai fait les grosses têtes juste pour le rencontrer. Et comment tu l'as rencontré? C'était, Et puis j'ai fait des émissions avec lui, mais j'ai des souvenirs. Il était tacite, sauf quand il avait bu. Une fois, il produisait une émission qui s'appelait Tout le monde est gentil. Et Taciturne, tu voulais dire? Tacite qui parle pas beaucoup, mais c'est un accord tacite, c'est taciturne. Moi, j'y crois plus au taciturne. Ouais, je me suis pris les pieds dans le. Refais-le avec j'ai taciturne. posé pour voir. reprendre, mais ça, On verra au j'étais assez montage. choqué. Il était laconique. Ouais, la conique, c'est bien. Oui, La la conique, conique, c'est c'est beau. bien. Encore un nom pour ta mère. ouais. Laconique. Après, la suce, la conique. Il était très peu disserte. Comme ça, on pourrait dire. Disert. Diserte, Diserte, ça aussi, diserte. putain. C'est fromage ou disert avec lui. Non, mais une fois, donc, il me fait venir dans C'est son tellement bureau. honteux, quoi. On Il leur a était- fait croire pendant 30 ans qu'on est des hommes de lettres, on sait même pas dire un mot. Ouais. Il était 19h. Il me dit, tu veux boire un coup? Il ouvre son frigo. Je suis sorti de son bureau à 1h du matin, ivre-mort. Et je sais même plus pourquoi il voulait me voir, toi. Et parfois, après une grosse tête, on allait chez Savy en face. Il dit, viens, je t'invite à dîner. Il ne m'a pas dit un mot du repas. Il voulait t'avoir avec lui. Oui, mais il parlait pas. Il ne parlait pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Et une fois, j'ai partagé ma loge avec lui aussi. Et C'est on ne s'est pas incroyable. parlé, mais c'était très sympa. Mais je me rappelle il avait une connaissance de l'histoire de France. C'était une encyclopédie. Et il me parlait de son gamin qui était petit. Tu vois, lui était déjà âgé. Il était pas si longtemps de partir. Et il me disait, tu vois, là, je vais aller à l'école. Je vais me prendre. Et il me faisait tout comme ça. Je vois la deuxième, la troisième. Je m'arrête devant l'école. C'était très C'était touchant. un génie, j'allais Ouais. dire France Gall, pourquoi? Je sais pas. Alors vraiment, je vois pas le rapport entre Jean-Yann et France Gall. Toi non, mais elle l'a. Putain, je glisse comme ça des petites chansons références. françaises. C'est beau, c'est beau. Pas mal. 2003, tu tournes avec Philippe Noiret dans Père et Fils, le film de Michel Boujna. Et là, tu es sous le charme. Enfin, tu as la chance de travailler avec un monstre sacré du cinéma. Et lui a été extrêmement généreux avec toi. Et tu tourneras plusieurs films avec lui. Et c'était une rencontre fondatrice pour la petite merde que tu étais. Ah ben, il me semble, oui, c'est vrai que j'étais à l'époque, merci de le rappeler, une petite merde, et il m'a ouvert les bras. C'est celui qui m'a accueilli dans le métier avec Michel Boujna, et c'est vrai que c'était étonnant pour moi. Il a mieux fait que t'ouvrir les bras. Après une prise, il t'a pris dans les bras. Il t'a fait... Ouais, bravo mal. Je me rappelle quand on a fait Père et Fils, on tournait au Canada, première scène, devant un lac. On a écrit le film pendant 7 ans, donc imagine le jour où on dit moteur, c'était une forme de petit miracle qui se produisait, et lui était tellement content. Pour l'anecdote, tu sais, j'arrivais pas à trouver un troisième frère
avant de trouver Berling. Et en fait, on l'avait écrit, j'avais vite réécrit le scénario pour une femme. J'avais changé 3 lignes. Et l'actrice, que je ne peux pas citer parce qu'elle s'appelle Zabou, elle m'avait dit, t'écris tellement bien pour les femmes. J'ai changé 3 lignes et Noiret m'avait appelé le soir pour me dire, je ne veux pas de filles, de femmes avec moi. Je veux mes 3 garçons. Et j'ai dit pourquoi? Et là, j'ai compris sa femme, j'ai compris sa fille, et j'ai compris que ce type-là est emmerdé toute sa vie par les femmes. Il voulait avoir 3 garçons. Donc, on a fini par être 3 garçons. Et il était tellement heureux de cette aventure. Et quand on a tourné pour la première fois, la toute première prise de ce film Père et Fils au Canada, à la fin de la prise, tu vois, spontanément, il est venu vers moi, il m'a pris dans les bras, il m'a soulevé dans les airs. Il faut savoir que Philippe Noiret, qui était malade depuis très longtemps. Ça fait depuis l'âge de 40 ans qu'il était en sursis. Donc tout ça, c'était du rap pour lui. Et il avait vraiment ce plaisir du jeu. Et quand il est parti, on ne veut pas faire trop dans quelque chose de triste, mais quand il est parti sur son lit de départ, parce que moi j'ai eu la chance de l'accompagner, tu vois, jusqu'au dernier souffle, il m'avait dit, je veux que à l'église, il n'y ait que des saltimbanques. Je ne veux pas de politique, je ne veux pas de notables, je veux que des saltimbanques. Et à l'église, quand on l'a enterré, il y avait que des comédiens, des comédiennes, et c'était sa vraie famille. Et ça m'a bouleversé. Et en réalité, j'ai compris par la suite ce que c'était, ce que je me rends compte qu'en réalité, finalement, les gens avec qui j'ai le plus d'acquaintance, avec qui j'ai ce noyau dur, et que même si on se voit une fois tous les, il y a quelque chose qui nous relie, que les gens ne peuvent pas comprendre, et qui est de l'ordre de la vraie amitié, même si c'est une amitié comme ça en pointillé. C'est moi, de la même façon, si un jour je devais m'en aller, c'est ça que j'aimerais avoir, j'allais dire, autour de moi pour m'accompagner. C'est les gens qui racontent la même histoire que moi. Ça me rappelle quand Rochefort racontait qu'il avait été à l'hôpital voir Noiret et qu'il avait craqué et qu'il avait pleuré. Noiret lui avait dit non. C'est déjà assez chiant comme ça. Ouais. Tu vas pas te mettre à chialer. Alors, en vérité, la vraie chose, parce que c'est Rochefort qui me l'avait raconté, il lui avait dit, il avait tellement peur, Jean, du départ, et il avait dit, t'as peur de mourir, et Noiret, là, il avait une petite voix fluette, et qui lui a répondu, tu crois que j'ai pas assez d'emmerdement comme ça? C'était ça le vrai truc. Et je me dis, et tu sais, quand il est parti, c'est terrible de raconter ça, même pour sa mémoire, mais quand il est parti, le jour du départ, il a attendu que sa femme et sa fille sortent de la pièce pour tourner la tête. Ouais, Monique Chanchon et Fredo, sa fille, elle a attendu qu'elle sorte de la pièce pour tourner la tête et s'en aller. Et moi, je me rappellerai, je tournais un film, on m'a appelé, Michel m'a appelé pour me dire c'est fini. Je continue de tourner, j'étais un peu par terre. Il y a une moto-taxi qui m'attendait. Je suis parti là-bas chez Noiret, chez Fifi, et ils m'ont fait rentrer par derrière. Elle m'a ouvert la porte et elle m'a dit t'attends là-bas. Et là, j'ai pris le long couloir où il habitait et je me suis enfermé avec lui. Et j'avais Fifi qui était là, avec le front froid. Mais ça a été merveilleux. J'ai eu 1 heure avec lui enfermé pour lui parler une dernière fois, comme s'il m'écoutait tu vois, c'était une image folle. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 3 mois, il y a sa fille qui m'a appelé pour me dire je veux que tu prennes quelque chose de mon père. 12-14 ans plus tard, ça fait un petit moment qu'il est parti. La vie est faite de plein de signes. Et j'étais chez lui, ils habitent plus de là-bas depuis 15 ans, c'est resté dans son jus. C'était un petit musée. Noiret, c'est pas quelqu'un qui avait j'allais dire, c'est pas quelqu'un qui avait une fortune à la fin de sa vie. Il avait une maison à Carcassonne qu'il a vendue, c'est tout. Le reste, c'était de la location. Par contre, si tu lui offrais un bouquin, il s'arrangeait pour le faire relier dans une belle reliure. Il avait le souci du beau alors qu'il a jamais été riche. Il a toujours été à l'aise dans son métier, mais c'était vraiment un artisan de Jean Villard. Il a jamais été riche. Mais il se faisait aussi des bottes sur mesure qui coûtaient un bras. Ouais, c'était son kiff. Il te disait toujours, alors, le voyage est court, autant le faire en première classe. Il disait souvent. Et c'est vrai que quand j'allais chez lui, et là, tu vois, Laurent, tu te dis, c'était comme un musée. C'était comme si j'étais parti la veille, presque 14 ans qui sont passés, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on laisse. Ah ouais. J'ai une anecdote sur Philippe Noiret, tu l'as vu? Sur un objet. Je voulais faire plaisir à Daniel Russo qui avait tourné avec Philippe Noiret et c'était la vie et rien d'autre. Il avait un bâton de poilu, de militaire de la guerre de 14. Et moi, je voulais offrir ça à Daniel Russo. Et je suis à Roland-Garros en pleine finale. Je suis sur le central et c'est Nadal qui explose Federer. Et j'entends, il y avait des holas, des hurlements et tout. Et on dit, l'objet va passer. Et 100 €, preneur. 200 € preneur. 300 € preneur. Et je m'étais un peu renseigné sur les estimations, tu vois. Normalement, cet objet coûte 100 €. Là, Philippe Noiret, 300, 400, 500 preneur, 600 preneur, 700. Et je me bats avec quelqu'un, un autre acheteur, et je l'achète 1500 balles. Et j'ai su, pour l'offrir à Daniel Russo, et j'ai su par la suite que l'autre enchérisseur, c'était Daniel Russo au téléphone.
C'est pas vrai, Ouais. ça c'est Et tu génial. m'avais fait payer le truc 3 fois le prix. Ah, c'est magnifique. Il l'a su, évidemment. Bah après, oui, je lui ai dit. La vie et rien d'autre est un film magnifique. La scène où Azéma dit dans la voiture à Noiret, mais en gros, pourquoi vous me prenez pas dans vos bras? Et que Noiret comprend qu'en fait, cette femme est attirée par lui, la tête qu'il fait, pour moi, c'est un des plus beaux moments, même de comédie romantique à l'intérieur d'une guerre au cinéma. Cette scène est folle. Ce film est fou. Les décors sont fous. Le scénario de Cosmos est fou. Il est fou, ce film. J'ai adoré. Moi, j'ai une scène avec Noré. Dans La vie et rien d'autre? Tendre poulet, je suis figurant. Et je me fais embarquer dans le panier à salade avec Noré. C'est vrai? Et moi, je disais, j'ai tourné avec Noré. Ah, génial. Génial. Ensuite, bon, bah, ta carrière démarre. Hein. Au passage, tu chopes une nomination au César. Après, tu tournes avec Abkarian, Dujardin, Cornillac, Roche Dizem. Très souvent, tu es co-scénariste. Tu es reconnu en tant qu'auteur et scénariste. Et tu passes à la réalisation avec ton premier film, Tête de Turc. Comment il a été accueilli, ce film? Bah écoute, il a gagné des prix un peu partout dans le monde, je suis nominé au César, mais je comprends une chose essentielle dans ce métier. Évidemment, le premier film nous ressemble beaucoup, on met des choses sans le savoir, mais quand le film est sorti, ils ont dit que c'était un film important, nécessaire. Et aujourd'hui, quand on me pose ces étiquettes-là, je pars en courant. C'est la dernière chose que je veux qu'on dise d'un film quand je fais, ou d'une proposition, c'est nécessaire et important. Parce que ça, c'est un critique qui finalement émet son avis. Moi, je veux qu'un film, il soit avant toute chose divertissant. Et c'est pour ça que finalement, ceux qui m'ont fait le plus réfléchir, on l'emmerde. Voilà, je me méfie toujours de ces films-là où l'auteur, il a un message à faire passer et il le dit dans la bouche de son personnage. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ça. Il faut laisser le personnage vivre et pas lui faire dire ce que toi, tu veux lui dire nécessairement. Alors, j'ai aimé ce film, c'est une aventure merveilleuse, mais on m'a tout de suite accueilli sur un cinéma nécessaire, important. Et en fait, c'est te coller un truc qui t'enferme, et depuis, je me méfie de ça. Il y a quand même des sujets que tu traites, des sujets qui te concernent, et je voudrais qu'on parle un peu de la surdité. Qu'est-ce qu'il a dit? T'es pas tombé dans le piège, hein. T'es pas tombé dans le piège, hein. Pourquoi à 42 balais, t'as un problème de surdité? Il a passé quand même ma carrière en 30 secondes et demie. Tout ce qu'il intéresse de savoir, c'est à 42, pourquoi je suis devenu sourd. J'étais diagnostic. Même moi, j'ai du mal à le dire. Oh putain. Diagno. En fait, ils ont découvert que j'avais... C'est des mots compliqués, hein. Ils ont découvert, ouais, putain, c'est fou. Déjà, Bravo quand t'es les sourd, c'est comédiens. compliqué. Diagnostiqué. Ouais, j'entends moins bien et un jour je tourne une scène, mais je le sais pas. Je pense que je suis sourd depuis beaucoup plus longtemps. Et je me rappelle un jour je tourne sous la direction de Nicolas Boukrieff et je tourne en face de André Dussolier. Et André Dussolier fait partie de ces acteurs qui jouent très juste mais très bas. Qui parlent comme ça. Et là, je vois que je perds pied, je vois que je suis totalement dans les choux et j'ai cette phrase terrible du metteur en scène qui me dit: ça va Pascal, t'es fatigué, tu veux qu'on fasse une pause? Tout juste, il me dit pas, tu t'allonges à côté avec une banane. Et j'étais tellement vexé. J'ai compris que ce jour-là, c'est fini, voilà, que si je faisais pas quelque chose, j'étais empêché dans mon exercice et j'ai été me faire équiper. Là, il m'a dit, bah oui, vous avez perdu beaucoup d'auditions, mais ça faisait très longtemps en réalité, parce que j'ai compensé, je pense, très longtemps avec la lecture labiale. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est parti. Tu sais lire sur les lèvres. Ouais, inconsciemment, je pense que en tout cas, j'ai besoin, pour te comprendre bien, j'ai besoin de, tu as mes lunettes, j'ai besoin de te regarder. J'ai besoin de regarder l'interlocuteur, j'ai du mal à, si tu vois, d'être là et t'écouter, non, j'ai besoin quand même de t'avoir dans Comme le un truc. gynéco. Un peu, j'ai besoin d'être frontal. Alors ensuite, il y a un trou dans ta carrière. J'ai eu peur. Tu fais plus rien pendant 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes problèmes prostatiques. Je pense que ça s'est su. Je pouvais plus jamais m'asseoir sur une scène. 30 ans, c'est quand même, je pensais pas que ça se passait si vite. Et tu dis que ce handicap t'a permis de mieux écouter les autres et de devenir plus sensible. J'ai dit La ça. surdité. J'ai vraiment dit ça. Ouais, je l'ai lu. C'était vraiment pour défendre le film précédent, parce que Ah ouais? il n'y a aucun avantage à être sourd-dingue, d'ailleurs. Je me suis posé la question, si tu étais devenu aveugle, est-ce que ça t'aurait aidé à mieux voir les autres? C'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. Non, il n'y a aucun avantage. Tu sais, il y a un bouquin de David Lodge que j'avais lu qui s'appelle Ma vie en sourdine, qui raconte tout ça. Et il le dit dans le livre, il n'y a rien, il n'y a aucun avantage. Le seul avantage qu'on a, quand on est malentendant, on va dire, c'est qu'on peut décrocher. C'est avec mes appareils, je décroche et d'un coup, je peux m'extraire. Mais sinon, non, c'est un... T'as fait un film aussi sur ce sujet avec Ouais. Sandrine Kiberlin. Ouais, en effet, pour s'entendre. C'est mes garçons qui est à côté de moi. Je cherchais un sujet de comédie. Léo. Il m'a dit, et Léo qui est là, qui est à côté de nous. Bonjour Léo.
Parle plus fort. Oui, bien sûr, on t'entend. Il n'y a que ton père qui t'entend pas. Et c'est vrai que c'est eux qui m'ont dit, fais un film là-dessus. Alors, c'est marrant que Léo soit là parce que tu me disais, quand tu parlais de lui, tu me disais, cet enfant, je ne l'ai jamais aimé. Et comment tu as renoué avec lui? Bah, c'est vrai qu'au début, il me dégoûtait. Et puis après, je me suis dit, c'est ton fils, t'as pas le droit de le rejeter. Et en fait, on a tenté une action de justice, enfin sa mère, pour que je le reconnaisse. J'ai dû le reconnaître. Et maintenant, c'est comme si c'était mon fils. Tu veux témoigner, Léo? Tu veux venir témoigner? Viens. Mais toi derrière, partage le micro avec Ton géniteur. Papa, ton géniteur. Alors, je dois parler du fait qu'il m'a abandonné. Ben, dans le micro. Là, Léo, là. Ouais. Alors maintenant, tu as pardonné à ton géniteur Ça a été très compliqué de mes 0 à 9 ans. Et puis après, on a renoué le contact. Et puis aujourd'hui, tout va bien. Si tu devais résumer ton père en un mot, tu dirais quoi? Surprenant. C'est bizarre, surprenant. Bah, j'allais pas dire radin. Parce que, c'est quand même... Non. Si c'est une émission antisémite, je sais que c'est Radio Paris. Ne me dites pas que c'est un podcast qui se passe, machin, c'est Radio Paris, c'est pas possible. Même mon fils, vous l'avez contaminé. Non. C'est horrible. Radin? Mais non, évidemment que non. Ah, j'ai peur. Non, je suis Non, pas parce grave. qu'attends. Et tu fais quoi, Léo, toi? Moi, j'écris et je collabore avec monsieur. Et Ah, mais non, c'est pas mon terme. pourquoi? Je travaille. Je travaille. Non, mais c'est quand même, ce serait très prétentieux de dire je travaille. Mais collaborer, ça pas. c'est Ouais, pas- non, ça marche pas bien. Surtout avec le thème du film, ça marche pas très bien. Et c'est Léo qui m'a parlé de coloscopie le premier. Tu écoutes? Ah, j'écoute beaucoup. J'ai vu le dernier avec Et lui, il était Thématique, surpris, Laurent, parce qu'il m'a dit, je pensais pas que ce serait la cible. Et je lui ai dit, au contraire, ce que Léo apprécie dans le podcast, c'est aussi la bienveillance. Ouais. Oui, très Forcément, bienveillant hein. et puis très De façade. sensible. Ouais, de façade. Oui, je me doute. parce que si tu savais ce qu'on pense, Roman et moi, de ton père, tu Oui, serais je me doute. extrêmement Ouais, investi. c'est pas- ouais, je me doute. Non, bien sûr. Merci de ton Voilà, témoignage. merci, Léo. On floutera, par Léo, tu peux discrétion, on floutera ton visage. Léo, Léo. Léo, il habite Le Mans, donc tu peux reprendre le train. Merci pour ton C'est intervention. vrai, il habite Le Mans? Non. Bon, là, tu sors ton 3e film, 4e film, La Bonne Étoile. On est toujours dans la thématique. Avec Benoît Poelvoorde, excusez du peu. Audrey Lamy, je l'ai jamais vue aussi bonne comédienne dans un... Je dis pas qu'elle était mauvaise avant, hein, mais je trouve qu'elle est d'une justesse incroyable. Et Zabou Bretman, avec laquelle tu as fait beaucoup de films et dont tu es très proche. Tu fais le pitch? Alors, c'est l'histoire d'un déserteur qui veut... Non, mais fais-le bien. Si c'est pour faire de la merde... Alors, tu vois. Benoît Poelvoorde a fui la guerre. Oh non. Ouais, tu peux pas le faire, toi, plutôt. Non. C'est Bah dur non, pour non, nous non. de pitcher. Tu l'as vu, le film? Oui, je l'ai vu. C'est vrai? C'est un Ouais. paysan. Qui part au ski. Non, pas du tout. Je sais pas. La bonne En étoile. 40, il découvre que la station est occupée. Et que Les bien. remontées mécaniques Ça donne marchent envie, pas. Bon, ça se passe pas Très comme compliqué. prévu. Et c'est l'histoire d'un type qui pense que les Juifs vont s'en sortir en 40, qui est assez con pour... Non, prends dans l'ordre. Alors, c'est l'histoire d'un déserteur qui veut, pour s'en sortir, qui tout d'un coup a l'idée complètement bancale de se faire passer pour juif en 1940 parce qu'il pense que c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux dans cette guerre et que ça va lui amener des opportunités et surtout l'occasion de gagner la zone Léman. C'est un long pitch, hein. Ouais, mais il est super, le pitch. Nourri, logé, blanchi. Chez qui vous savez? À Fransac. Paulette. Paulette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et si nous aussi on allait se réfugier chez la baronne? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas juifs. Ah, on s'en fout, ça. Pas écrit sur nos fronts. C'est plus un switch qu'un pitch. C'est-à-dire que t'es le premier à aborder le problème comme ça. C'est-à-dire que tout le monde, tous les juifs en 40 veulent se faire passer pour des catholiques, sauf Benoît Poelvoorde, qui s'appelle Chevalin, Ouais, Jeannot Chevalin. Jeannot Chevalin. T'as vu, j'ai vu le film. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et, Contrairement à lui, parce que alors, n'importe quoi, Non, le ski, c'est là. de la merde. Lui, c'est Je de la comprends merde. même pas que tu choisisses tes associés comme ça. Regarde. Ah, Voilà, Je te vas-y, jure, tu peux je le cracher. connais pas Ah, assez oui, bien, oui. mais Vas-y, je t'en supplie. t'es dans la gorge, mais quand il va sortir, il va faire un shampoing avec. Et donc, il va avoir des passeurs. Il va y avoir des passeurs et évidemment, il découvre la réalité de la guerre et il se rend compte que les Juifs, c'est pas forcément la valeur ajoutée et encore moins en 40. Du coup, évidemment, il est bourré de préjugés. C'est son ignorance. Tu sais, j'avais vu un interview de Brel qui parlait de ça, des clichés, qui parlait des préjugés, machin, mais surtout de la bêtise. Et il disait la bêtise, c'est de la paresse.
Et j'ai trouvé ça vachement juste de dire que finalement, ça anticipe, c'est la paresse. Et t'as vu l'interview de Funès qui dit, avant de jouer à Rabbi Jacob, il dit, j'avais des petits préjugés. Et ça m'a bien... Pour de vrai. Oui. Il disait à mot couvert qu'il était antisémite. J'ai jamais pu le saquer, de toute façon, il m'a jamais fait rire. Ni dans La Grande Vadrouille, tu sais, le mec qui se frappait, quoi. Bah, comme beaucoup de Français de cette époque, c'était pas propre à Louis de Funès. Son meilleur film, c'est La Soupe aux choux. Il a été toujours très sous-estimé. La Grande Vadrouille, ça m'a jamais fait rire, cette petite chronique comme ça, Non, champêtre. le problème qu'on a eu avec La Grande Vadrouille, c'est qu'ils auraient pu valoriser le film s'il avait diffusé à la télé. Et ils ne l'ont C'est ça, jamais comme il fait. ne passe jamais. Ils l'ont jamais passé. Tu sais que l'œuvre physique est très difficile à trouver. Hein. C'est un film qu'on n'a jamais revu. C'est bien dommage. Mais c'est vrai, il avait dit ça, Louis de Funès. Quand même. Hein. Mais ça l'avait fait évoluer. Cela dit, les déclarations de Brel, elles sont pas toujours formidables, hein, parce qu'il était d'une misogynie dans ses interviews incroyable. Brel, c'est Incroyable. faux hein, qu'il a parlé bien de l'amour comme ça, d'être aussi misogyne. Je peux pas le saquer non plus, me dégoûter. Quel mauvais chanteur. Donc, Jean Chevalin traverse la France et il y a un destin croisé avec toi qui joue le rôle Pour le coup, du juif. du juif. Et en fait, moi, je le croise dans un cinéma, on va pas tout spoiler, mais je le croise dans un cinéma et je le prends pour un passeur. Évidemment, je le paye avec des chandeliers et un sac rempli. Évidemment qu'il prend le sac et il me donne un rendez-vous foireux. Moi, évidemment, je me pointe et je me fais arrêter. Je vais pas spoiler le reste, mais T'es séparé évidemment, de ton fils. voilà, et je suis séparé de mon fils et évidemment, je recroise le chemin de Jean Chevalin sans le reconnaître. Lui, il me reconnaît immédiatement, mais évidemment, il peut pas me dire que c'est à cause de lui que je suis dans cette misère. Alors, tu sais, je vais te dire ce qu'on dit dans les interviews. On rit beaucoup. Pendant ce film, on rit beaucoup. En même temps, on est ému. Ça nous rappelle les tragicomédies italiennes et le film italien qu'on a adoré de l'après-guerre jusqu'aux années 80 maximum. Ouais, Max. Hein, Max, grand Max. On est d'accord. Et ça, c'était ta ref aussi, ces films italiens? Ah oui. Oui, parce que il y a quelques films italiens, j'ai pas toute l'encyclopédie des films italiens, mais moi, tout ce qui était Rizzi, Monicelli, la tragicomédie italienne, ça m'a toujours bluffé. Je me suis toujours dit comment tu peux passer en une seule séquence du rire aux larmes. Je me rappelle d'un film qu'il faut regarder, qui est un chef-d'œuvre de la tragicomédie italienne. Ça s'appelait La Grande Guerre. C'était Gassman et Sordi. C'est des feignasses, ils veulent pas faire la guerre, ils veulent juste déserter. Je vous raconte pas la suite, parce que c'est incroyable. Et t'as la première scène du film, t'as la foule en liesse qui accueille les soldats qui rentrent du front. Et ils sont très excités, et puis tout d'un coup la caméra se rapproche et tu vois que les soldats, derrière il en reste 3 ennemis qui sont en vie, ils sont tous complètement amochés, ils sont déglingués total, et tout doucement t'as la foule en liesse qui commence à chuchoter, à murmurer, et ça finit par passer en silence. Et en une scène t'étais sur et d'un coup la procession et tout, je me dis voilà, ça c'est la tragicomédie. En une seconde tu Pascal, vas de rire aux larmes. Hein? On coupera ça. Ouais, de toute façon vous couperez. Hein. Je vais te faire des pitchs, tu me dis le film. Un officier aveugle et désabusé Parfum de femme. Dino Risi, Parfum de femme. Un officier aveugle et désabusé voyage à travers l'Italie accompagné d'un jeune soldat, révélant son amertume et sa lucidité sur la vie. C'est sublime. Et la chanson Gassman, est sublime. Et après ils ont fait un beau remake pour une fois avec Al Pacino, mais Parfum de femme. Exactement. Alors, un couple pauvre espère chaque année battre une vieille milliardaire américaine au jeu de cartes. Le film préféré de mes enfants. Vas-y Léo. L'argent de la vieille, bonne réponse. Il perd tout à la fin, c'est horrible. Terrible. Et puis t'as vu, c'est quand ils sont tous derrière eux et que la vieille, elle les regarde et comment elle les tond à la fin. C'est terrible. Tu sais, il y a toujours un truc qui me fait penser à ça dans mon film dans La Bonne Étoile. Tu sais, à un moment donné, il y a Poulvord qui va avoir un faussaire pour épouser une identité juive en 40. Donc il s'appelle Chevalin, il veut se faire appeler Chevalovitch. Nom de quoi? Je mets quoi comme nom sur les papiers? Ah, ou quelque chose de standard. Lévi. Oh non. C'est un petit peu trop... Standard. Oui. Un peu. Vous vous appelez comment? Chevalin. Eh ben voilà. On va mettre Chevalovitch. Ah oui, facile à retenir. Oui. Quand tu lui mets le tampon, le faussaire, il dit à son fils, il lui dit, tu sais, toi, tu vas aller loin avec un nom pareil. Mais surtout, tu sais, c'est la scène au début, quand il lui dit, je vous mets quoi comme profession? Et lui, il fait, Dentiste. avocat au début.
Il fait avocat. C'est possible, avocat? Et elle fait, ah oui, ce serait bien avocat. C'est les petites gens. Et l'autre, il le regarde, il fait, non, je pense que vous n'avez pas vraiment le profil pour être avocat. Et si tu vois la tête, le retour, quand ils sont là tellement déçus de se dire ils pourront jamais faire ces gens-là et être ces gens-là. Et pour moi, c'est un peu l'argent de la vieille. C'est un peu ce rêve foudroyé où il y a tout le village qui leur a prêté de l'oseille pour la tombe. Et elle est tombe, et à la fin, il reste plus rien. Ouais, c'est des films qui m'ont... Et puis, il y a une période dans le film où il gagne beaucoup. On y croit, on s'est dit, ça y est. Oui, on est tellement... C'est horrible. Et tu sais, quand je revois ce film, qui est un film culte, parce que je suis amoureux des films italiens aussi, j'arrive à espérer. Alors, je l'ai vu le film. Oui, j'arrive à espérer qu'il garde fois. le fric. C'est comme si tu regardes Titanic et tu dis, non, il va tourner à temps. C'est ça, il est pas assez con pour reprendre le glaçon. Mais c'est vrai que l'argent de la vieille, c'est cette humanité-là. Et on se dit, alors ça, c'est peut-être mon préféré. Dans un bidonville romain, je n'en dis pas plus. Affreux, sale et méchant. Une famille sordide s'entre-déchire autour d'une rente d'assurance. C'est Ettore Scola. Chef-d'œuvre. Et nous sommes tant aimés aussi de Scola, qui était son beau film quand même. Oui, mais tu vois, c'est chiant parce que... Ah, c'est le suivant d'après, pardon. Parce que c'est mon film préféré aussi. Ok, vas-y. Alors, on reste avec le même réalisateur. Le jour de la visite de Hitler à Rome, une femme au foyer et un intellectuel homosexuel se rencontrent et se confient dans un moment suspendu. Une journée particulière, un de mes plus beaux films. Est-ce que, Roman, tu penses que de parler comme ça de vieux films italiens, ça va donner envie aux jeunes d'aller voir ces films? Tout à fait. Ou est-ce qu'on fait pas vieux con? Non, pas du tout. Pas du tout. La culture se développe vachement sur YouTube. Non, les jeunes, ils regardent les vieux films. Ils ont des rêves de vieux maintenant. Parce que justement... Qu'est-ce que tu as remarqué là? Qu'est-ce que tu peux dire sur Roman là? Ben, je le trouve très à l'écoute et... Non, mais quand il a fait en grimaçant... Oui, j'ai eu peur. C'est coloscopie. Non, mais c'est beau parce que vous êtes vraiment... C'est de l'acteur studio. Je suis assez bluffé. On est impliqué jusqu'au bout. Alors, on continue. Tiens, toi qui as connu Philippe Noiret, un cinéaste se remémore son enfance en Sicile et son amitié avec le projectionniste du cinéma de son village. Cinéma Paradisio. Quel beau film. De Cinéma Paradisio, de Oui, exactement. Lucien ou Papapapap. C'est pas Taviani, c'est qui? Giuseppe Tornatore. Ah, Tornatore, Giuseppe Tornatore, si. Allez, 12 sketchs satiriques. Mes meilleurs amis. Mes 12 sketchs satiriques. Dresse un portrait impitoyable de l'Italie moderne entre hypocrisie et décadence morale. Ouais, mes chers amis. Non. Chers amis, il fait des cons. Il fait des blagues. Ouais. Mais non, c'est la suite des... Là, ça s'appelle Les Nouveaux Monstres, pardon, mais évidemment. Film à sketch incroyable. Génial. Quand il emmène sa mère à l'hospice. C'est horrible. Au revoir, maman. Tu seras bien, là, maman. Ah, c'est horrible. Et elle le voit partir comme un chien qu'on abandonne à la fourrière. C'est terrible. Un père transforme la déportation de son fils en jeu pour le protéger de l'horreur du camp de concentration. La vita est bella, la vie est belle. Alors, à l'époque, j'ai pas tellement compris que le film soit décrié. Il y avait une partie des gens qui trouvaient pas ça bien que de tourner en comédie cette période, alors que je trouve ça sublime, moi. Oui, mais c'est comme le procès qu'on a fait à Spielberg sur la liste de Schindler, sur le faux suspense avec les chambres à gaz. Les gens qui font ces procès-là, ils oublient totalement que, par exemple, Spielberg, c'est la seule fois depuis l'histoire de la télé américaine qu'un film a été projeté. Parce que il y avait 60% des jeunes Américains qui ont roté pendant cette phrase. Je te propose de la refaire. Ah, pardon. Alors, c'est la première fois qu'un film qui est diffusé à la télé sans coupure publicitaire. Parce que juste avant, ils avaient fait un sondage, 65% des jeunes Américains n'avaient jamais entendu parler de la Shoah. C'est pas le moment de lui faire un procès. Ok, il y a une scène qui peut être un peu... On s'en fout. Le principal, c'est que ce soit raconté. Tiens, je peux te dire que ça va faire un écho, ça va buzzer ce que je viens de dire. Et parce que ça dénonce. Ça, tu le balances à l'international, je peux dire, vous n'êtes pas à l'abri de faire un buzz. Dans ton film, d'ailleurs, on peut le dire. Attendez, c'est tout le monde tapote, je vais le mettre aussi, mais moi je suis misophone, j'aime pas le dire. Non, mais pour que ça fasse justement l'histoire, tu prends 2-3 libertés avec la réalité historique. Donc, le but de ce film-là, c'est pas d'être hyper précis sur les dates. Non, c'est pas un docu. C'est pas un docu, voilà, c'est un film. Donc, tu sais que les gens... Tu l'as vu alors? Mais oui, je l'ai vu. Les gens aiment Roman de plus en plus. T'en parles tellement bien. Je l'ai vu. Les gens aiment Roman de plus en plus. J'ai de plus en plus de commentaires bienveillants sur Roman. C'est vrai, il a des likes. Très peu. Si. C'est ma mère. Sous différentes personnes. Mais alors, mon film préféré, 3 anciens résistants se retrouvent après la guerre et constatent l'échec de leurs idéaux face à la vie moderne. Nous sommes tant t'aimer. Chef-d'œuvre d'Ettore. C'est terrible, hein. Et je trouve que c'est un peu notre vie, nous. Quand tu vois, hier, on peut faire une digression ou pas? Oui.
Il attendra l'autre New York là. Et en fait, tu vois, j'étais à Strasbourg hier et chez moi, c'est mon fief, et j'ai vu des copains d'enfance. Et c'était Nous sommes tentés, mais c'est dur parfois quand on revoit nos copains d'enfance parce qu'on a tellement pas envie de leur dire que pour nous parfois ça sourit et que tout va bien et qu'on fait un métier qu'on aime. Quand je vois qu'ils aiment pas ce qu'ils sont devenus, qu'ils aiment pas ce qu'ils font, et parfois on est toujours obligé de parfois se déprécier justement pour pas qu'ils aient les yeux qui piquent. Mais je trouve que c'est un peu notre vie, nous sommes tentés, mais souvent non. Nino Manfredi, qui est resté très très modeste, qui est un brancardier, rencontre Vittorio Gassman, qui lui a réussi en épousant la fille d'un milliardaire et en se vendant, en vendant son âme. Et il était dans un parking pour récupérer sa belle bagnole, Gassman, et Manfredi croit qu'il est voiturier, qu'il est directeur, qu'il est gardien de parking. Et c'est très très émouvant. Il y a que des C'est scènes. ça. Il veut surtout pas leur mettre sa réussite en pleine face. Donc il se fait passer pour quelqu'un de modeste quand il vend dans sa maison. En plus, il dit pas que c'est le concierge, le gardien de la maison. Il faut tellement d'humanité pour traiter ça. Quand même, la comédie italienne sur les gens ordinaires, je trouve que c'était fait avec tellement de, j'allais dire sincérité, c'était jamais condescendant ou pour se foutre de leur gueule. Et les acteurs inouïs. Inouï. Les Sordi, les Gassman, les Manfredi. Tous. Bon, alors ça, un des films qui a été le plus sifflé au Festival de Cannes, et je trouve que c'est vraiment un très très grand film. C'est le premier film que j'ai vu sur un magnétoscope, de la première fois que je voyais un film Réalisateur, Terreri, Marco Ferreri. Titre, La Grande Bouffe. le pitch. 2 cochons s'enculent dans un pré. Il a été très décrit à Cannes. Non, avant de s'apercevoir que c'était des hamsters. Non, c'était le pitch, c'est remarquable. C'est quand même voilà des camarades qui décident, qui en ont marre avec cette vie, avec cette société, avec cette époque, qui décident de se suicider par la bouffe. Donc ils font venir Mastroianni, Noiret encore, Noiret. Andrea Ferriol, Piccoli, Ferriol qui lui vaut la scène la plus culte, mais peut-être qu'elle le regrette à vie. Après. C'est ça, c'était terrible, faut le savoir. Elle fait, il y a de la pâte et elle lui demande pour faire j'allais dire, pour malaxer la pâte et faire le moule, il lui demande de poser ses fesses sur ça. Et c'est vrai que derrière, ça l'a, un peu comme Maria Schneider dans le film avec de Bertuccelli, ça l'a peut-être cramé. Et Ugo Tognazzi. Mais la mort de Piccoli, quand il est sur le balcon, comme ça, on est équilibré, on peut dire, se chie dessus littéralement. On n'avait jamais vu ça. Et c'est vrai que Ferry est un sale gosse, mais il a une carrière géniale. Très, très, très grand film. C'est bien quand même, hein, qu'on ait connu ces films-là. Ouais. Et tu sais quoi, il y a un film qu'il a jamais vu, lui. Tu te rends compte qu'il a jamais vu Il était une fois en Amérique. Ah ouais? Et tu te dis le kiff qu'il va faire quand il va le voir. J'aimerais tellement qu'il le voit un jour, mais tu sais, l'avantage d'avoir Alzheimer, c'est que tu peux te faire Rabbi Jacob tous les soirs avec le même plaisir. Non, tu sais, On est fait pour s'entendre, c'était Emmanuel DeVos qui parlait de Marc Bellanga qui avait Alzheimer. Il dit l'avantage avec Alzheimer, c'est que tu te fais des nouveaux amis tous les jours. C'était ça. Tu retombes amoureux de ta femme. Enfin, oui. Tu retombes amoureux de ta femme. Moi aussi, je suis retombé amoureux de ta femme. Elle m'a dit. Tu oublies que t'es un continent, il y a plein de bonnes choses. J'étais pas malade. Les potes, là, les 5 amis d'Ajmur multiplient les farces. Les farces. Ah, les farces. Les farces. Et les frasques, pour fuir l'ennui et la vieillesse. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Le titre? La Grande Bouffe. Non, je suis passé à autre chose. Mes chers amis. Voilà. Chers amis, tu te rappelles cette scène dans le train, là? Ouais. Où il leur dit, il est tard tous. Il y a le train qui part. Ouais, il y avait des scènes dingues. C'est pas les meilleurs. On a tous essayé de refaire ça. T'as jamais eu envie de, parce que Laurent, pour moi, si t'étais né, je pense, 20 ou 30 ans, on en a déjà parlé, en arrière, tu aurais été un des plus grands dialoguistes de Paris. C'est à l'époque. Mais j'ai eu envie. Tu vois, et je comprends pas qu'aujourd'hui tout est mélangé. Il y a des scénaristes qui sont forts pour la structure et il y a des gens qui ont le sens du verbe, qui ont le sens de la réplique. Lui, j'en rêvais et j'ai un peu dialogué. Le premier film que j'ai dialogué, ça s'appelait La Tôle et le héros était muet. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On me fait pas confiance ou quoi? Tu vois, c'était avec Claude Brasseur, et puis. Mais oui. Mais oui, je me rappelle. Et puis après, on m'a pas appelé, bizarrement, on m'a pas appelé. Voilà. Ça démarrait bien. Voilà, il y a des virages dans la vie. Mais t'aurais fait, t'aurais été, c'était ce soin des dialogues. Quand même, oui, un petit peu. Mais tu vois, les films à sketch, par exemple. Ouais. Moi, je trouve que quand c'est bien foutu, c'est un plaisir. Moi, j'adorerais refaire Et pourquoi ils font pas ça?
Mais il y a des modes, hein, parfois. Si, il y avait le film argentin là, qui était la référence Génial. au Nouveau Et tout le monde- Monstre. exactement. Et Ouais. c'était génial. Génial. Tous les sketchs étaient de qualité. Comment il s'appelait ce film? Je sais plus. Les Nouveaux Nouveaux Sauvages. Sauvages. Merci Léo. Ouais. Et alors après, il y a eu le film avec Dujardin et Lelouch, tu sais, Ouais, sur la- ouais, et ouais, c'était ouais. plutôt bien aussi. Ah, très très bien. Tu te dis, Les Pourquoi infidèles. ouais. Alors Très pourquoi on bien. fait pas ça? Et tu vois, je comprends pas. Alors que chaque fois qu'on se rappelle de ces films-là, On va faire un autre quiz. Là, ça. Pourquoi tu. Je sais pas. Vas-y. Non, mais alors attends. C'est quoi ton problème? Moi, j'essaie de dynamiser l'émission. Je Vas-y, dis, on va je fais faire un un autre deuxième quiz. quiz. Et toi, tu fais. Vas-y. Léo, tu veux jouer? Parce qu'il avait les réponses mais à réponds-moi toutes les pour- questions. pourquoi non, tu non. fais ça? Non, parce que je sais pas, je pensais pas que c'était pour. C'était pas. Bref. Tu vois, Toi, j'ai pas fini les gens cette le phrase. disent dans les commentaires. T'es pas avec moi dans l'émission. Si, Les gens le disent, hein. Les gens me disent, Roman te nuit. Oui, ça c'est vrai. Mais ils savent pas pourquoi. c'est normal. Alors, je te dis des dialogues, c'est que des films qui se passent pendant la guerre, 39-40. Et tu me dis le titre. Je te dis des dialogues. Ok. Tu me dis le titre. Ok. La Sale- grande vadrouille. Évidemment. Mais- Bah, évidemment. Salaud de pauvre. Ah, merde. Ah, ça me le dit. Salaud de pauvre. Vas-y. Jambier. La traversée. Jambier. Bravo, Léo. C'est quoi l'adresse? La traversée de Paris. 45 rue Poliveau. Ouais, salaud de pauvre, il dit ça aux vieux là qui tiennent un bistrot là. Jambier. Jambier. Pardon, moi je suis français, mais la vache, elle est allemande. La vache et le prisonnier. Comment tu fais pour trouver Mais ça? putain, il y a un truc qui m'est venu comme ça. Mais c'est fou, hein. Allez, cadeau. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os. Il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os. Je connais pas celle-là. Ça serait quoi là? Où est passé la 7e compagnie? Non. Alors, c'est un film qui peut passer à la télé, mais que tu devrais connaître. Ok, alors la grande vadrouille, alors Oui. du coup. J'étais sûr. Moi, je vous encourage à aller voir ce film, que c'est vrai qu'il gagne à être connu. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Chef-d'œuvre. Ah oui. Chef-d'œuvre. Ah oui. Ah ouais. Chef-d'œuvre. Vas-y. Il y a un Langochard. taxi, non? Oui. Si Ouais. t'as pas un grand-père banquier, veux-tu me dire à quoi ça sert d'être juif? Bah, c'est Papy. Non, c'est dans un taxi pour Tobruk. Il dit ça dans un Ouais. taxi, ils osent dire ça à l'époque. Ouais. Si t'as ouais, pas. Ah, c'est ouais. incroyable. Incroyable. Rassurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Bah, ça, c'est Papy. Ouais. Et c'est Junio qui fait Junio le collabo qui est génial dans ce Génial. film, Et Maillan qui était dingue. mais qui s'est pas tellement intégré au tournage. C'est vrai? Oui, Elle a pas été heureuse? Non, elle n'a pas été Mais heureuse. tu sais que, pour l'anecdote, Papy fait de la résistance, tu sais qui c'est qui devait jouer le rôle? C'est toi? C'était moi, alors j'étais un peu trop jeune. Du coup, ça s'est pas fait. Des anecdotes pourries. C'était De Funès, mais il est mort. Et après, il a proposé le rôle à Serrault, qui a refusé. Et j'ai lu ça hier. Et en fait, Poiré raconte qu'en fait, C'est- Splendide, il avait pas une image très chic, et ils ont tous refusé. Sauf Ils- Galabru. Sauf Galabru qui a dit oui. Et après, parce qu'ils pensaient que Clavier était pas assez populaire. Mais le Splendide avait une image, on va dire, assez pourrie. Personne ne voulait s'acoquiner avec eux. C'est fou quand même. Et à l'arrivée, ils leur ont dit, allez, à vous de jouer. Et c'est devenu Papy. C'est une belle histoire, non? Non. On raconte souvent au m'endormir. Non. Non, ah bon. ok. Non, mais J'essayais- j'ai non, cru- mais j'essayais. Je voulais pas non Oui, plus oui, bousiller on l'émission. sent que tu as envie De faire une émission. c'est de vrai. faire une émission, de participer, mais Non, j'ai pas ça- le truc. ça ne prend pas. Tu imagines un peu si tout le monde se disait la vérité, mais ce serait la guerre. Mais c'est la guerre. Un film. Ouais, c'est beau. Bon, il est pas dingue ton truc. là. Non. Je suis commerçant, moi. Mon seul intérêt dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Dénoncer les juifs, c'est pas mon métier. Bon, c'est ton pote avec lequel tu as fait droit dans le mur. Pierre Richard? Non. Non. L'autre. Ok. Fallait pas. Alors, C'est Junio qui c'était a tourné ça. Et, Monsieur et- Batignolles. Et Rouve, il a eu Mais un. c'était bien. Et Rouve, Monsieur il a eu Batignolles. un César. César. Ouais. Il était bon en collabo. Hein. Ouais, et Hey, il était bien le C'était film. beau rôle, les rôles de collabo. Hein. Tu trouves pas qu'au cinéma, les méchants, ils ramassent tout au niveau des récompenses? Mais en fait, moi, je comprenais pas. Là, je viens de jouer une saloperie d'antisémite, là, dans une série d'époque. Et en fait, j'ai compris la musique. Je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal de jouer, jouer toujours le type gentil qui va, non, on s'en fout. C'est lisse. Jouer un méchant, j'ai compris qu'on pouvait jouer une partition un peu différente.
C'est vrai que c'est agréable de jouer les pourritures. Et là, pardon, mais je rends hommage à mon acteur, là, David Talbot, qui joue un méchant avec cette petite voix comme ça. Il ferme pas ses sens. Il est toujours très doucereux, la banalité du mal. Le salon est ouvert, je vais vous déporter alors. Tu vois, c'est terrible. Il est bien, ce comédien. Il est génial. C'est un mec que j'avais découvert dans la série sur tapis. Et en fait, on m'a dit, il y a un mec qui a une scène de 25 minutes, j'avais jamais vu ça dans une série, où il fait deux montgolfiers. Et tu vois Laurent Lafitte qui arrive en tapis. C'est comme un plan séquence. C'est très très long. Et j'ai trouvé ça dingue. Ça a fait tout l'épisode d'ailleurs. Ouais. Et du coup, j'ai regardé que ça sur la série. Et il m'a bluffé. Et c'est vrai que quand il arrive tapis, il croit qu'il joue à domicile. Et à la fin de la scène, il comprend qu'il est un baiser. Et c'est dingue. Et comment l'autre, il amène tout en douceur. Super acteur. Merci David Talbot. Et ben là, tu nous as super bien entendu pendant tout... Bon, Roman n'a pas beaucoup parlé, mais... Mais il m'entendait bien quand même. Rapproche-toi, Roman. Non, mais moi, on m'entend bien. T'as préparé des trucs pour Pascal? Alors moi, j'avais des trucs. Alors, 2 secondes, on a terminé sur... Je me rends compte qu'à l'époque, quand j'avais fait le film, on avait fait pour s'entendre. Je crois que j'en parle de ça, que c'est moi et tout. Mais tout le monde s'en fout. Genre 5 ans plus tard, si tu vois ce qui m'a mis Poulvord, là, pendant toute la journée, on était en presse, j'inquiète. Pendant tous les interviews. Allez-y plus fort. Ah, il est sourdingue. Comme il était sourd, et il n'y avait pas une phrase qui démarrait pas par... Tiens, on va voir si tu connais les sourdingues. Ah. Tu me dis bon entendant ou malentendant? Donald Trump. Bon entendant. Oui. Ronald Reagan. Malentendant. Oui. Bill Clinton. Bon entendant. Malentendant. Malentendant, Bill Clinton. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il lui a mis un cigare et croyait que c'était une allumette. Vas-y. Richard Anthony. Malentendant. Bon entendant, mais quand même, il avait des acouphènes. Richard Anthony, oui, le chanteur. Et j'entends siffler le... Ah, ce que c'est... François Mitterrand. Alors, vous avez... bon entendant. Oui. Graham Bell. Ah écoute, malentendant, c'est pour ça qu'il a fait la cloche, non? C'est ça? C'est lui qui a inventé le téléphone. Le téléphone. Non, mais il était bon entendant, mais sa femme était sourde. Il y avait un petit piège. Thomas Edison. Ah, c'est putain, pour remonter la famille. Hein? Thomas Edison, évidemment, bien entendant, parce que sa cousine était... Malentendant. Malentendant. Edison, le mec qui a fait l'électricité. Eh oui. Nicolas Sarkozy. Bon entendant, mais moi... non. Dis qui? Quoi? Ah, c'est facile, ça. Beethoven. Il était bon entendant, mais sourd. Non, mais... Sourd. Tu sais comment il composait, Beethoven? Mais je te parle pas de... Je parle du chien, moi. Ah, pardon, alors, bon entendant. Bon entendant. Eugène Ionesco. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a sur Ionesco? Le rhinocéros, c'est pas ça. Alors, j'ai bon entendant, mais... Malentendant. Parce on reste dans les Eugène. Eugène Delacroix. Malentendant. Oui. Jean-Marie Bigard. Enfin, je sais plus ce qu'il est aujourd'hui. Malentendant. Malentendant. Il n'entend pas de l'oreille gauche. C'est vrai. Jean-Marie Le Pen. Bon entendant. Non, c'est pas possible. Alors j'ai mis le nom en disant je vais trouver une vanne sur place et je n'ai aucune vanne. Sur Le Pen. Ouais. Moi, une fois, j'ai fait une vanne sur Le Pen. On m'a parlé dans une émission des langages des signes et j'ai dit alors expliquez-moi, puisque déjà vous en êtes à faire ça pour ma promo de parler que des sourds. Expliquez-moi comment on décide des signes qui vont définir un nom. Pourquoi Sarkozy c'est ça, Obama c'est ça. Enfin, tu vois, il y a des signes qui décident d'un truc. DSK c'est ça. DSK c'est ça. Et du coup, Le Pen, évidemment, j'ai fait ça. Et là, il y a eu un blanc et j'ai dit plus jamais. J'ai compris qu'on ne pouvait plus jamais faire une blague, même sur le Front National, dans une émission. C'est terminé. Retour en arrière. Et ce jour-là, j'ai compris que plus jamais je me lancerai dans ce... Et là, je ne sais pas à quoi tu t'attendais en faisant ce podcast, mais Roman t'a préparé un truc incroyable. Non, moi déjà, alors, oui, j'ai un truc incroyable après, tu vas voir. Une séquence qu'on va couper, mais à la vitesse de l'éclair, tellement elle est mauvaise. Et avant ça, je voulais que tu me parles... Ouais, j'ai une grande confiance. J'ai une grande confiance en toi, c'est très joli de t'affirmer. Vas-y. Creati TV. Oui. Putain, tu es président d'un festival. Ouais. Creativity. Ouais. Festival des séries et créations audiovisuelles. Et tu vas être le président de ce festival. Ouais. Et c'est la 2e édition. Ouais. Et t'en es content? Oui, je suis content parce que... Ensuite, très content. Ensuite, je suis super content. Ma mère habite pas loin, donc c'était évidemment... Ta mère, tu veux dire la Suisse ou madame la Suisse, elle habite à Montpellier, donc je suis à côté de 7. Alors, souvent, on demande aux internautes de nous envoyer des questions pour l'inviter. Et là, la toile s'enflamme. J'ai un tu préfères à te proposer qui est complètement débile et qui va te plaire. Même, hein. Et les autres questions, c'était vraiment est-ce que vous coupez les poils du nez? Ah non, c'est une bonne question. Moi, on peut en parler. Voilà. Je pense que je t'encourage même à en parler. Évidemment qu'il faut couper les poils du nez.
On est d'accord. C'est parce que dès que ça dépasse du nez et des oreilles, ça veut dire que ça y est, c'est fini. Quand il y a le potager qui pousse, c'est-à-dire qu'on est bon pour passer de l'autre côté. Donc il faut couper les poils du nez. Est-ce que tu as déjà envoyé un SMS sur un téléphone fixe? C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais attends, c'est pas le podcast le plus pourri qu'on ait fait? Généralement, vous n'avez pas caché le cul quand même. Hein. C'est pas parce que... Non, mais... Même si je suis cool, qu'on se connaît bien, vous auriez pu travailler quand même, non? Est-ce que tu gardes les notices des appareils électroménagers que tu achètes? Ouais, dans un tiroir, et je les retrouve. Dis-moi la vérité. Ah, je t'assure. Non, mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est Chouchou du Morne. Voilà, Chouchou du Morne. Mais dis-moi la vérité, t'as dit c'est pour Pascal Elbé? Oui, j'ai dit c'est pour Pascal Elbé. Mais en fait, ils les intéressent pas du tout, les gens. En fait, je sais pas s'ils savent vraiment qui tu es. Non, je crois pas, non. Je pense qu'ils me confondent avec Patrick Alors, c'est quoi Fiori. ton rapport avec les notices d'appareils d'électroménager? J'ai 2 mains gauches. Je les mets tous dans un tiroir et tu les retrouves jamais, évidemment. Mais on peut pas lire une notice avant de brancher un truc. Évidemment, ça marche jamais. Et moi, je suis très malheureux dans tout ce qui est technologie. Tout ce qui est à peu près robotique, tout ça, moi, je comprends rien du tout. Voilà. Alors, ça, c'est quelqu'un qui nous pose une question et je le salue pour tous les invités. Il s'appelle Mimoun Lafrite. Il est très gentil. Merci, monsieur. Est-ce que Pascal Elbé fait des bruits Il n'arrive même pas à dire ton nom. Des bruits au téléphone. Est-ce que Pascal Elbé fait des bruits? Est-ce que tu es du genre à faire tac-tac, boum boum, voilà? Non, mais c'est quand même des vraies questions. Ah, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Et on les mettra d'ailleurs, mais Mimoun Lafrite. C'est fou quand même. Merci pour cette très belle question. Tout mon parcours a suscité comme curiosité chez les gens. Après, il y avait plein de trucs antisémites que j'ai pas mis. Hein, t'as pas mis tout ce qui était... Ah oui, voilà. C'est vrai qu'on a... Nous peint en l'argent, tout ça, t'as pas mort aux juifs, tout ça, j'ai enlevé. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ça, il y en avait. On a pu en parler. C'était un plus. Je sais pas ce que vous allez garder dans cette émission, en fait. Oui, parce que quand on va parler des films italiens, on perd les jeunes. Je s'en fous sur toutes tes références, là. Des mecs dans un truc. Si, je crois qu'on a donné aux gens l'envie d'aller voir le film, parce que déjà, le pitch est formidable. Poulvord, c'est un génie. Non, je pense. Le déserteur antisémite, c'est hyper drôle. Ouais. Très bonne idée. C'est vraiment une très très belle idée de comédie. Merci. Un déserteur antisémite. On termine l'émission, tu la connais? Non, mais ton fils la connaît. Léo, et quoi on termine l'émission? Avec les tu préfères, donc tu connais. Alors, on démarre avec le tu préfères. Tu fais quoi? Tu fais un jingle? Vas-y. Avec les tu préfères. Et maintenant, il y a des moyens dans cette émission. Regarde, on a changé de studio. Mais comment vous préparez l'émission? T'en as un? Un de jingle? Oui, j'en ai un. Regarde, écoute sur ta vie, Léo. Ah, non, j'ai vu, il a rempli plein de fiches et tout. Et le film, il est bien, le film. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais c'est pas la formidable, le film. Il est formidable, tout le monde va le voir. Alors, je dis pas la fin. Il sort aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, il sort aujourd'hui? Oui, parce que ce podcast sort en même temps que le film. C'est très émouvant, la fin. On rit et on pleure pendant ce film. Et c'est très émouvant, la fin. Voilà, je dis pas. Merci, Lolo. Elle est intelligente, la fin. J'ai pas vu la fin, moi, j'ai vu. Non, est-ce que tu as un tu préfères? Tu nous as dit. Ah oui, j'en avais un. Attends, faut que je le retrouve. Elle est pas structurée, cette émission. Non. Regarde, j'ai mis Troman. Ah ouais, faut que je retrouve. C'est vrai que tu m'imites bien. Non. Alors, c'était un. Tu vas pouvoir faire toutes les imitations que tu veux. C'était. Attends, je vais la retrouver. Ah oui, est-ce que tu préfères un couscous au bretzel? Oh putain, j'en peux plus. C'est parce que ça me pique un bretzel, non mais tu préfères. Ah merde. Tu veux qu'on la coupe? Non. Putain, j'ai traversé Paris pour tu préfères un couscous avec des bretzels. Ou une choucroute non, avec des nems. Au merguez. Choucroute au merguez. Choucroute au merguez quand même? Oui. Ah oui, c'est ma région. C'est super. C'est pas moi, je pense que c'est Mimoun Lafrite aussi. Ah, ça c'est du bon boulot, Roman. C'est bien. Hein, on sent que tu t'impliques de plus en plus dans cette émission, Roman. Il y a de la créativité. Je suis bluffé. Pascal, tu préfères retourner vivre à Strasbourg toute ta vie ou te faire tatouer un bretzel sur la bite? Largement un bretzel. Tu préfères remonter dans le temps ou aller dans le futur? Remonter dans le temps. Ça va faire tellement vieux con et tout. Mais j'irais quand même dans les années 80, 90 quand même. À l'époque, c'était... Mais t'irais pas en 40 pour tuer Hitler en 33? Non, parce que je pense lui aussi, il a sa part de... Il a souffert aussi. C'est quelqu'un qui je pense, n'a pas été compris. N'a pas été bien entendu. Non, 43, je suis... Peut-être avant même de buter Hitler, peut-être je remonterai encore plus tôt. J'irai encore plus loin et j'irai voir Dieu. Et je dirais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment t'as pu nous aimer à ce point-là et nous corriger et nous infliger ça à ce point-là? J'irais parler d'abord au responsable numéro 1. Qui t'enverrait où? Au sous-sol. Au sous-sol, pour rencontrer notre ami
qui tient un très beau stand de friterie. Tu préfères roter Ah ouais. à chaque fois qu'on te dit bonjour ou péter à chaque fois qu'on te dit je t'aime? Ben, je pense le deuxième, qu'on m'a tellement rarement dit je t'aime, je pense que je n'ai pas été un enfant aimé. Je n'ai pas été quelqu'un qui en a dit beaucoup je t'aime. Mais t'as connu beaucoup de femmes? C'est rarement dit je t'aime. Ouais, parce que toi, t'es pas un passionné, toi, en amour. Non, je suis plutôt un qui est plutôt intellectuel dans sa relation. J'ai besoin de connaître l'autre avant de m'engager. Traverser une rue comme ça et aller dire à une femme, vous êtes la femme de ma vie. Non, moi, il me faut la connaître, très bien la connaître. Aller chez sa mère, voir comment elle est aussi. C'est important de connaître. Oui, parce que c'est une vision futuriste de ta propre femme. Exactement. Donc, faut toujours connaître son entourage. Mais je crois pas que, je suis pas quelqu'un qui va fonctionner par passion comme ça. Je peux pas tout d'un coup tout quitter. Tu préfères péter quand on te dit je t'aime? Oui. Ben, en même temps, tu mets dans une situation délicate, mais si on me le dit, c'est vrai que si ça déclenche ça, c'est que quelque chose d'abandon. On est dans l'abandon, quoi. On est dans quelque chose dans le lâcher prise. Mais c'est un tue l'amour d'un autre côté. Donc ça peut foutre ton couple en l'air. Ouais, alors peut-être bonjour. Bonjour, au moins c'est anodin, c'est quotidien. N'importe qui te dit bonjour. Non, mais t'as 1000 fois raison. Ouais. T'as 1000 fois raison. Je t'ai fait changer d'avis. Tu préfères pisser sur les femmes infidèles, comme dans la chanson de Brel, ou te faire enculer par un gorille, comme dans la chanson de Brassens? Il a dit ça, Brel? Ouais. Pisser sur... dans Amsterdam, le port d'Amsterdam. Je pisse sur un... il était très phallocrate. Je pisse comme je pleure sur les femmes infidèles. Et non, il était très blessé, surtout. Alors, je dirais peut-être le Brassens. Te faire enculer par un gorille? Oui, parce qu'il y a très peu de gorilles en Île-de-France, même dans la petite couronne, donc au pire. Et puis rappelons que le pénis du gorille, c'est 6 cm. C'est vrai? Ouais. C'est le câlin le problème. Ouais, c'est l'étreinte. Ouais. Donc quand elle m'appelait Godzilla, c'est pas du tout un compliment du tout, quoi. C'est pas une faveur. Godzilla, c'est pas un gorille. Ah oui, c'est pour ça. King Kong, tu confonds. Oui. Tu préfères tourner le biopic de PPDA ou celui de Michel Fourniret? Incarner Fourniret à l'écran, ça doit être sale. Comme le soir, tu dois te sentir tellement sale. Ouais. Et PPDA, non, PPDA, ça va être plus agréable. Tu fais des beaux plateaux de télé, tu voyages, tu écris des bouquins, tu dédicaces dans toutes les bonnes Fnac du monde. Je sais pas, peut-être PPDA. Tu préfères insulter une sourde ou faire des gestes obscènes à une aveugle? Non, alors, à une aveugle, les gestes obscènes, comme ça, elle ne le saura jamais. Tu préfères apprendre que ton père n'est pas ton vrai père ou que ta mère n'est pas ta vraie mère? Mon père. Ma mère, c'est ma mère, ça peut pas être une autre. Mais... Ah, si. Elle pourrait t'avoir recueilli dans une poubelle, échangé à la maternité, bien sûr que si. Ouais, non, mais pas ma mère. Ma mère, elle m'a dit que c'était ma mère. Donc mon père. D'accord. Ouais. Tu préfères crier « Ah, Hitler !» à chaque fois que tu rentres dans un restaurant. ça. Bon accueil. Ou crier « Je t'encule, Thérèse !» à chaque fois que tu rentres dans une boulangerie. Ah, c'est dur. C'est dur, hein. Bah, c'est les tu préfères. Hein. Ah, peut-être tu penses à Hitler, comme ça, s'il y a des gens qui me répondent, au moins je sais qui sont mes ennemis. C'est ça. C'est ça. Faut éviter les restaurants dans le Marais. Hein. Va pas rue des Rosiers. Mais il y avait un grand. Et d'abord, il était très grand parce qu'il était 1m95, qui s'appelait Gonzalez, je crois, Rubio. Bon, bref, il s'appelé Gonzalez. C'est un chasseur de nazis. C'est un type qui était danseur, étoile avec sa sœur, qui a été déporté. Oui, danseur étoile, on voit bien la déportation. Voilà, la déportation. Et il s'est fait déporter, sa sœur, assassinée. Et plus tard, il s'est habillé comme sa sœur, il s'est vêtu comme sa sœur et il a dansé dans tous les plus grands cabarets du monde et il tenait une brocante à Hambourg et il avait plein de reliques et de vieux objets nazis et dès qu'il y avait un ex-dignitaire nazi qui s'approchait, qu'il achetait l'objet, il le suivait et le tuait. C'est une vraie histoire. D'ailleurs, je crois qu'il y a une pièce de théâtre qui joue là-dessus. Ouais, l'histoire est folle. Et il récupérait l'objet qu'il lui avait vendu. Voilà. Faut rien dire après. Je suis sûr que ça, c'est la porte ouverte à faire des vannes, je sais pas, sur les Juifs. Sur les Juifs, sur les Chinois, qui, tu vois, c'est tout tellement ringue aujourd'hui. Moi, je dirais à tous les gens qui aiment les bons films d'aller au cinéma pour aller voir La Bonne Étoile. Peut-on commencer le Shabbat? Oui, voilà. Non, sur la tête. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy. Oui, alors avec Audrey Lamy, avec Benoît Poelvoorde, il y a Zabou Bretman, David Talbot, Hugo Becker et plein de gens talentueux. Ton prochain film, ce sera
J'ai pas encore vraiment d'idée, mais je suis sur un ou deux projets, mais c'est difficile d'en parler parce que c'est un film qui se passe sur le nord de la Chine avec quelqu'un qui s'installe en France et avec toutes les difficultés évidemment de cette communauté qui s'installe dans le 13e et qui était mal reçue aussi. Et je trouve qu'ils sont assez, faut leur rendre un peu aussi une tribune, quoi. Ils étaient beaucoup moqués. C'est une communauté qui était beaucoup moquée. Je ne sais pas si j'ai la légitimité d'en parler, mais en tout cas, j'essaierai de. Mais oui. Pour nous, c'était notre dernier podcast. Oui. Et toi, ça marque ta fin de carrière. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de terminer en beauté avec nous ? Comme le dit le nom, je trouve qu'on a... Merci. C'est un beau truc de fin, ça, non ? Non, merci Lolo, merci pour votre émission. Et c'est bien de discuter comme ça, librement.